Nous, on est parti d'une base révolutionnaire, on est parti des Gilets jaunes. Hein. La question, c'était comment est-ce qu'on retire le pouvoir à ceux qui sont en place et comment est-ce qu'on arrive à le redistribuer à la population française. C'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est éviter de se faire passer et se faire marcher dessus. Non, l'enjeu, c'est le coup d'État. On arrive bientôt à l'élection présidentielle. Ouais. Vous totalisez combien d'adhérents ? Donc on a créé ce mouvement, on a 25 000 membres, ce qui est très bien par rapport à la France, parce que, rappelez-vous, Renaissance, il y a 8 000 membres, hein. Aujourd'hui c'est vraiment pitoyable, mais ce qui pose un problème... Est-ce comparé au dernier de la classe ? Voilà, ce qui est un peu pitoyable à l'échelle... c'est-à-dire que quand j'étais au Mexique, j'ai beaucoup échangé avec les responsables qui sont aujourd'hui au pouvoir. Le parti Morena a 4 millions de membres. Donc qu'est-ce que ça dit de la dépolitisation d'un pays où le parti qui a le plus d'adhérents, et il faut voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, c'est à peu près 100 000 sur une population de quasiment 70 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où en réalité il y a un désengagement massif. Et moi j'ai beaucoup vu au début sur notre mouvement, il y avait beaucoup, ça a été miraculeux en termes de propositions, d'actions et d'engagement, mais aussi beaucoup de gens qui venaient avec un comportement de consommateur. C'est-à-dire qui s'attendaient à ce qu'on soit des prestataires de services. Et qui n'ont pas compris qu'en fait, ce pays, il va falloir le reconstruire et que pour le construire, il faut qu'on construise nous-mêmes notre mouvement d'abord. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour quémander, on n'est pas là pour demander. Est-ce que notre projet est un projet d'engagement, vraiment de lutte pour une souveraineté ? La souveraineté, c'est facile de l'agiter, mais il faut avoir à l'esprit ce que ça... Ça me fait penser au Venezuela. On a beaucoup parlé sur Hugo Chavez et les conséquences que ces politiques économiques ont eues ou pas. La grande difficulté à laquelle a été confronté Hugo Chavez, quand il cherche cette révolution, c'était les fils de bourgeois. C'était toute cette élite comprador qui, en fait, s'était habituée depuis 30 ans, grâce au pétrole, à ne pas bosser. Et en fait, il est arrivé au pouvoir dans un pays qui ne produisait plus, qui s'était installé dans une sorte de confort qui est quand même similaire à celui qu'on connaît aujourd'hui en France. Et la question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on remet cette partie de la population qui n'est plus active au sens profond du terme à travailler à nouveau. Et on lui dit maintenant, il faut offrir des horizons. Il faut en fait que ça ait un sens d'aller dans cette direction-là. Et ce sens-là, il ne peut pas exister quand on voit le niveau d'inégalité et de violence sociale qui existe dans ce pays, avec surtout de prédation des ressources communes. C'est pas tant... Je ne suis pas sûr que la gauche ait raison quand elle pense que... C'est vrai qu'on est un pays qui, socialement, cherche à lutter contre les inégalités. La question qui se pose, c'est la prédation de la ressource commune. C'est le fait qu'il n'y ait pas de service public de base qui soit offert aux citoyens français, qu'il n'y ait pas de médecins qui soient accessibles dans une grande partie du territoire. Vous voyez, c'est des choses aussi simples que celles-ci. Si vous n'offrez plus ça, ça ne sert à rien de filer des minima sociaux, la base de tout lien social, il doit être sur l'offre commune en termes de services de base, vous voyez, de services d'État. Moi, je ne suis pas du tout sur une politique de subvention à tout bout de champ. Or, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui est proposé par... Le budget, il fait combien d'économies ? Je pense qu'on est sur une réduction alors c'est compliqué parce que en fait c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué parce que justement la dévaluation fait que les ordres de grandeur sont faussés. C'est 100 milliards par rapport à la base actuelle. En réalité, il y a une partie qui est dissipée par les dévaluations qu'on met en œuvre. Si je vous dis qu'il faut faire 250 milliards d'économies, vous êtes capable de faire un budget ? 100 milliards. 100 milliards, on l'a fait. 250 milliards, je pense que c'est pas nécessaire parce que l'investissement productif permet de faire redémarrer la politique économique et surtout, en fait, on a une reconfiguration des grands blocs. Ça, 250 milliards, c'est éventuellement nécessaire, et encore, ça sera discuté, à système constant. C'est-à-dire dans l'euro, au sein du système de l'Union européenne, dans ce système de libre marché, avec les mêmes dépendances à l'égard, et avec une base productive qui est toujours aussi faible. Considérer faire des alliances avec d'autres partis ? Non, moi je crois vraiment à l'importance du pluralisme. Il faut qu'en fait... Faire des alliances pour pouvoir prendre la présidence. Oui, mais ça... Je vais vous parler cash. Ouais. Peut-être que vous êtes faiseur de roi, mais si vous voulez prendre la tête de l'État, ils vont vous marcher dessus. On va voir. Non, mais on va pas voir. Si, on va voir. Donc les alliances, il va bien falloir faire des alliances. Non, si je vous propose une alliance avec Françoise Linault, vous prenez ou vous prenez pas ? Mais... Vous prenez ou vous prenez pas ? Il n'y a pas de mais. Non, moi je veux pas d'alliance. D'accord. Je veux pas d'alliance du tout. Non, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est... L'enjeu, c'est éviter de se faire passer et se faire marcher dessus. Non, l'enjeu, c'est le coup d'État.
D'accord ? C'est quelles sont les modalités du coup d'État. Nous, on est parti d'une base révolutionnaire, on est parti des Gilets jaunes. Hein. La question, c'était comment est-ce qu'on retire le pouvoir à ceux qui sont en place et comment est-ce qu'on arrive à le redistribuer à la population française. Donc, on a un projet qui a été collectivement généré à partir de ces idées-là, qui vise à redonner la souveraineté au peuple français à l'égard de l'étranger, mais aussi au peuple à l'égard de ses classes dominantes. La capacité, comme en Suisse, à faire contrepoids à ceci. Donc, on n'a pas besoin de force législative. L'objectif, c'est pas de dominer l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est d'organiser tout de suite des référendums avec l'article 11 qui permettent sur les grands sujets fondamentaux, institutionnels, Europe et ainsi de suite, de leur rendre la parole. Donc l'enjeu, c'est quoi ? C'est les 500 parrainages. L'enjeu, c'est les 500 parrainages qui nous permettent d'être dans les 8 à 10 personnes qui seront candidats en 2027. Et à partir de là, j'ai envie de vous dire, ça va aller très vite. Parce qu'en fait, la distinction va se faire très rapidement entre ceux qui sont en capacité de gouverner un État et qui ont une vision pour la France, et ceux qui ne le sont pas. Et dans les débats, nous verrons très rapidement ceux qui tiennent la route et ceux qui ne la tiennent pas. Et donc, à ce moment-là, ça va s'agglomérer naturellement. Il n'y aura pas besoin de faire des accords de parti, de négociation, de dilution. Par exemple, vous parlez de Asselineau. Il n'a pas du tout toute la dimension de démocratisation et de souveraineté populaire que l'on propose dans notre programme. Pour vous donner un exemple, vous voyez, il n'y a pas de raison de renoncer à cette force-là au profit d'une quelconque négociation d'appareil. Question d'Internet. Monsieur Branco, vous mobilisez le peuple contre les élites avec un discours populiste assumé. Mais l'histoire montre que le populisme accouche presque toujours d'une nouvelle élite, souvent pire que l'ancienne. Chavez et sa Boliburguesla en sont la preuve. Pour rester dans l'actualité, votre révolution échappera-t-elle à ce piège ? 3 points de suspension. Ou préparez-vous, malgré vous, les futurs oligarques de demain ? Non, moi je pense qu'il faut... Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que la politique est une science humaine, et qu'il n'y a pas d'absolu en politique, et qu'il y a des besoins à un instant T qui ne sont plus ceux de l'instant d'après. Donc il ne faut pas croire qu'on va créer un paradis sur Terre qui va durer 3 millénaires. L'enjeu, c'est de répondre à des urgences en termes oligarchiques. La personne qui pose la question mobilise l'exemple de Chavez. Chavez a détruit la pauvreté de masse dans son pays. Et c'était ça l'urgence qu'il devait répondre. Que son successeur ait régénéré des classes oligarchiques, c'est le propre, justement, peut-être d'insuffisance dans la capacité du peuple à contraindre ses dirigeants. Or, nous, ce qu'on propose, c'est des instruments pour que le peuple puisse à tout moment révoquer ses dirigeants, puissent à tout moment lui donner un mandat impératif sur un sujet. Pourquoi le mandat impératif est devenu important pour les Gilets jaunes ? Parce que c'était au moment où ils voulaient privatiser les aéroports de Paris. Or, il n'y avait aucune raison d'y procéder si ce n'était engraisser les banques d'affaires et les petits amis qui pourraient devenir actionnaires de cela. Et donc... Résorber la dette. Mais oui, avec je ne sais pas combien c'était, 10 milliards, ils en ont rajouté 1000, non ? Sauf erreur de ma part. Donc on voit bien que justement ce discours sur la dette était complètement instrumental, que ce n'était pas l'objectif réel qui était poursuivi. Et donc à un moment donné, la possibilité offerte au peuple de, sur un sujet donné, dire ça non. Ça j'accepte. Mais je n'ai pas envie de passer ma vie à gérer tous les problèmes de la collectivité. On ne paye pas des politiciens pour rien. C'est parce qu'en général, dans un monde idéal, on n'a pas envie d'avoir à s'occuper au quotidien du problème de trottoir jusqu'à la question de la défense nationale, de devoir tout articuler en permanence, parce qu'on ferait que ça sinon. Donc j'accepte qu'il y ait éventuellement des représentants du peuple, mais à condition que je puisse les contraindre sur tous les sujets qui, à un moment donné, font qu'on voit bien qu'ils ne le font pas pour l'intérêt général, mais pour leur intérêt particulier.